à un moment qui peut être bref, qui peut être très durable, et qui, parce que c'est une situation particulière, exige qu'on ait un regard, que les autres aient un regard en tête, qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose. C'est ça le besoin de reconnaissance que vous formulez. Et je très la deuxième chose qui me frappe, parce que vous l'avez dit et parce que je le vois, je le vois dans, c'est l'épuisement. Et qui là aussi peut être intense, ou au contraire, très long. Et il y a des moments d'épuisement où on n'en peut plus, puis il y a des moments où on en peut encore, mais c'est tellement long. Et cette dimension d'intensité, mais aussi de durée, est quelque chose qui est très frappant et qui bonifie. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, forcément sa vie, la vie de ses proches, et même sa façon de regarder le monde, qui me paraît la longue route, je trouve que c'est une image assez juste. La troisième chose que vous avez dit, qui est systématique et qui est très juste, c'est la question du répit. Alors, je ne sais pas si... aujourd'hui, le terme admis, c'est répit. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais après, tout mieux si on arrive à se mettre d'accord sur un mot. Il ne faut pas surtout se mettre d'accord sur la chose. C'est déjà pas mal de se mettre d'accord sur un mot. C'est de dire que c'est pas honteux d'avoir besoin de répit. Que c'est pas parce qu'on s'occupe pas bien des gens dont on s'occupe qu'on a besoin de répit, mais au contraire, parce qu'on s'occupe bien. Et parce que ça prend beaucoup de temps qu'on a besoin de répit. Ça existe comme besoin, et c'est légitime comme besoin. Et je veux dire, déjà, arriver à faire comprendre que c'est légitime comme besoin, c'est énorme. Parce que je suis bien persuadé, vous l'avez pas dit, mais je suis bien persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation que vous vivez, qui n'oseraient pas formuler. Qui n'oseraient même pas formuler le fait qu'ils ont besoin de répit. Peut-être qu'ils peuvent le dire à leurs proches encore, peut-être qu'ils peuvent se l'avouer entre eux, et encore. Mais, bon, donc il faut formuler le fait que oui, on a besoin de répit. C'est pas grave, c'est humain. C'est la positif. Et même à bien des égards, on peut penser que si on a ce répit, on va être plus aidant encore, ou plus aimant encore, je sais pas comment il faut le dire, enfin, en tout cas que ça fait partie des choses dont on a besoin pour continuer à suivre le chemin qu'on s'est choisi ou qui nous a choisi parfois. Donc le répit. Vous le dites tous. La quatrième chose que vous dites tous, c'est le besoin d'information. D'information pratique, d'information médicale, d'information. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire, savoir ce à quoi on a droit, savoir ce à quoi on doit s'attendre, savoir sur qui on peut s'appuyer quand on peut s'appuyer sur quelqu'un, savoir, le besoin d'information. Et là aussi est absolument essentiel, et qui est souvent un peu de la bricole. Donc, alors je vais dire un mot sur ce qui existe. Je ne veux pas du tout être critique sur ce qui existe. Mais on a souvent l'impression que chacun refait le chemin entier de la découverte par l'expérimentation. Alors qu'on pourrait imaginer que, dès lors que beaucoup de gens ont fait ce chemin, il y aurait des façons d'organiser la circulation d'informations plus efficaces que ce qui existe aujourd'hui, et bien entendu, aujourd'hui, je t'en mais donc l'information. Puis la dernière chose qui est intéressante, c'est le besoin d'adaptation. Parce que, et ça va avec les choses qui ne convergent pas. Au fond, être aidant, c'est pas un statut, je ne crois pas que ça puisse l'être, et ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et donc il faut réussir, dans la réponse qu'on formule, à adapter la politique publique et donc Agnès à des situations qui restent extrêmement diverses, parce que être aidant, quand le sujet n'est pas nécessairement le sujet économique, parce que soit on vit dans un couple et un des deux peut continuer à travailler et préserver le niveau de vie commun, ou parce que on est dans une situation où on est à la retraite et donc on a indépendamment de l'interruption professionnelle, tant qu'on y passe, on a un revenu. Ou quand on doit arrêter sa vie professionnelle et qu'on est tout seul. C'est juste, c'est pas la même façon de régler le problème. C'est même pas la même question. Ou quand on est jeune, et que la question est la question non pas de la vie professionnelle, mais de la vie scolaire avec ses rythmes, qui ne sont pas les mêmes que la vie professionnelle, avec ses exigences, avec ses... Donc en fait, on voit bien qu'il n'y a pas une solution unique, il y a un besoin permanent d'adaptation à des... Et d'une certaine façon, monsieur, l'exemple que vous donnez,
et dont vous vous demandez si, au fond, c'est presque, vous l'avez pas dit comme ça, pourquoi vous l'avez dit presque comme ça, en disant que vous vous demandez si c'était pas presque injuste qu'on ait trouvé une solution à votre problème alors que tout le monde n'y a pas forcément droit, montre qu'on est capable de s'adapter. Ça veut dire quoi? Au fond, ce que vous avez dit était presque la meilleure nouvelle qu'on ait formulée dans cette réunion, c'est-à-dire que, confronté à un problème, il y a eu quelqu'un dans l'éducation nationale qui a su trouver la bonne réponse et qui a su mettre en œuvre la bonne solution qui était adaptée à vous. Et c'est bien. Non, c'est réjouissant. On a le droit de se réjouir parce qu'il y a eu une bonne réponse trouvée à un vrai sujet. Bon, très bien. Est-ce que ça va suivre par contre tout ça? J'y reviendrai. Mais les besoins d'adaptation. Parce que, au fond, les situations sont tellement variées qu'il n'y aura pas une solution, qu'il n'y aura pas un statut, qu'il n'y aura pas un instrument. C'est pas vrai, c'est plus une logique, c'est plus une façon de regarder les sujets qu'il faut, je crois, réussir à construire. Je crois que sur le sujet des aidants, on vit un moment, je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il a commencé, je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il terminera, mais j'ai quand même l'impression, quand je regarde ce que nous vivons, qu'on vit un moment qui est, depuis quelques années, hein, un moment où les choses changent. Je crois profondément. D'abord parce que, il me semble, peut-être ce que je me trompe, il me semble qu'on parle plus de cette question des aidants aujourd'hui qu'on en parlait, on va dire, quand j'étais petit. Je dis cette expression quand j'étais petit parce qu'elle sort d'une date et elle sort de toutes les questions qui sont toujours un peu compliquées quand on est Premier ministre, avant, après. C'est pas une question de gouvernement. On vit un moment où notre société en parle plus. Voilà, c'est bien. Et c'est net et c'est bien. Parce qu'elle en parle assez, je suis pas sûr. Mais il y a quelque chose qui change. Deuxième chose qui change, et qui change très nettement, et on l'a très peu dit, c'est assez injuste d'une certaine façon de ne pas le dire, alors c'est moi qui vais le dire, parce que le tissu associatif, bien entendu, et les collectivités locales, bien entendu, dans des proportions différentes en fonction des collectivités locales, sans doute, se sont considérablement saisies du sujet. Et c'est vrai, je vois derrière vous, monsieur, un kakémono magnifique, marqué, c'est pas vous, monsieur, c'est les seuls premiers départements à mettre en place un numéro unique pour les aidants. C'est sans doute vrai, puisque c'est marqué, et c'est très bien. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est sans doute vrai. C'est vrai, évidemment. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai vu chez moi à Wavre, sans que personne, enfin, je ne connais pas un élu digne de ce nom qui puisse dire chez nous, c'est vraiment parfait. Bien sûr que non. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de collectivités territoriales, plein, qui se sont beaucoup engagées, parce que contactées par des associations, parce que contactées par des individus, pour essayer de mettre en place des expérimentations, pour essayer de mettre en place des instruments, pour essayer de mettre en place des communications. Moi, j'ai vu chez moi, alors parfois sur des publics spécifiques, ce qui est à la fois très réjouissant, mais ce qui laisse d'autres publics pas du tout concernés. C'est vrai que quand vous vous battez pour mettre en place avec le tissu associatif des structures de répit pour les malades ou pour les familles qui accompagnent Alzheimer, c'est pas, vous n'avez pas la réponse à toutes les questions posées par tous les aidants, je sais bien, mais enfin, vous commencez à apporter quelques réponses, et d'une certaine façon, vous faites ce travail de maturation dans la société et d'information. Donc, il faut souligner ça. Il faut souligner le fait qu'on vit quand même à un moment qui change, que l'État, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà il y a une bonne quinzaine, une vingtaine d'années, a pris conscience d'un certain nombre de sujets et donc a fait des avancées réglementaires, que les collectivités locales ont pris des initiatives. Et donc on est quand même dans un moment qui change, et je vais le dire, même si c'est compliqué de le dire, et qui change plutôt en mieux. Plutôt en mieux. Je pense que ces questions sont plutôt mieux prises en compte aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Vraiment. Bon, donc, et il faut en être conscient, non pas pour dire, c'est bon, il n'y a rien à voir, on va rien faire, pas du tout. Et pour se dire que, d'abord, c'est possible, qu'on peut s'améliorer. C'est même vachement important quand on essaie d'avoir une action collective, de savoir qu'on est plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. Et que donc, il faut continuer. Cela dit, il reste quand même pas mal de trucs à faire. Hein. Et il faut bien les regarder là aussi avec conscience d'une forme d'humilité, c'est-à-dire que je ne sais pas garantir que il y a un moment T où, parce qu'on a mis en œuvre, on traite de façon satisfaisante la question des 8 à 11 millions de Français qui sont des aidants.
Donc c'est quelque chose qui est un process, c'est quelque chose sur lequel on peut faire des progrès, sur lesquels il faut faire des progrès à intervalles réguliers, vérifier qu'ils ont été faits et les approfondir. Et c'est comme ça que j'envisage le problème, c'est comme ça que les ministres et le gouvernement envisageons le sujet. On peut faire des progrès sur tout ce qui est information, accompagnement. On peut le faire en plus parce que, comme il y a maintenant beaucoup d'acteurs qui s'y intéressent et qui s'engagent, le fait d'arriver à construire un système dans lequel, dans chaque département, et parfois ça se fait sur des logiques départementales, parfois ça se fait sur des logiques d'agglomération. Mais en tout cas, partout en France, on sait où est-ce qu'il faut appeler pour avoir un contact, une information intelligente, qui, c'est pas le type du fil qui va faire le boulot des gens, c'est bien, mais au moins un contact informé, capable de renvoyer sur une association, capable de renvoyer sur quelqu'un qui a vécu la même chose, ou sur une structure qui rassemble des gens qui ont vécu la même chose, capable de donner l'information. Voilà. Donc, l'accompagnement, j'allais dire presque universel, au moins téléphonique, est quelque chose qui me semble faisable, et faisable assez rapidement, et utile, extrêmement utile, même si, bien entendu, à soi seul, de toute façon, il n'y a aucun instrument à soi seul qui résout le problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. La deuxième chose, et la ministre l'a dit clairement, on doit étoffer considérablement offre de lieux et d'instruments qui permettent d'avoir droit à ce répit que j'évoquais tout à l'heure. Je crois que si on se fixe un objectif de 10 000 places, on peut doubler les 160 000 personnes qui aujourd'hui, à un titre ou à un autre, ont accès à des structures ou à des éléments qui leur permettent de souffler. Je dis souffler, je ne sais pas s'il faut dire souffler ou s'il faut dire respirer, c'est toujours la même idée. Et donc, cet accroissement des capacités, on est convaincu qu'on peut l'obtenir, on ne va pas l'obtenir en 2 mois, mais on est convaincu qu'en se fixant un objectif à 2 ans, en 2022, on est capable de multiplier par 2 le nombre de places, et donc, non, de multiplier par 2 le nombre de places, et donc de multiplier par 2 le nombre de ceux qui ont accès à ces places. Évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à ces places que le nombre de places. Donc ça, c'est un objectif qu'on se fixe et qu'on peut atteindre sans doute. On a ensuite des choses qui sont probablement comment dire, modestes par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais qui constituent néanmoins, je crois, des avancées et surtout qui nous permettent de construire. C'est ce qu'a évoqué la ministre sur le congé proche aidant. Le congé proche aidant tel que il va être, je crois, je n'ai pas beaucoup de temps en matière, adopté au moment de la discussion du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un dispositif qui n'est pas de la réponse à toutes les situations que vous avez décrites. C'est même pas le cas du tout. Parce que c'est un congé qui a pour vocation de durer 3 mois. Il n'a pas vocation à durer 3 ans ou 30 ans. Il a vocation à durer 3 mois. On peut le découper par journée, on peut même le découper par demi-journée. Son objectif, c'est de créer quelque chose qui sera en dehors de l'espèce de solution qui n'est pas géniale, qui a été trouvée, où on va voir son médecin et on dit j'en peux plus, puis 2, de toute façon, s'il ne fait pas ça. Donc on colle à l'arrêt maladie parfois. Ce qui est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant d'abord parce que c'est pas fait pour ça. Je comprends pas bien pourquoi on le fait comme ça. Mais c'est pas fait pour ça. Donc il faut essayer de trouver le bon instrument. Ce congé de proche aidant qui permet de conserver ses droits. Il permettra parfois de conserver ses droits à la retraite. Pas un petit sujet, même si sur ce délai-là de 3 mois, c'est pas décisif, quoique, mais c'est pas un petit sujet. Et j'en dirai un mot dans le cadre de la réforme sur les retraites qu'on est en train de travailler. Il permet d'adapter la réponse et de faire reconnaître d'une certaine façon la fonction d'aidant à celui qui va en bénéficier. Et rien que ça, c'est le besoin de reconnaissance que vous évoquez. Il y a un instrument qui est fait pour les aidants. Je ne dis pas qu'il est parfait, il est là, il est fait pour les aidants, il est parfaitement légal, il est adapté à une situation.
Et il permet de commencer à construire la réponse qu'on doit trouver aux aidants. Donc, le congé de proche aidant, c'est quelque chose. Elle est dans l'air. Plus exactement, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Parce que, et je l'évoque à propos du statut, parce que c'est ce qui ressemblerait le plus, entre guillemets, à un statut. En fait, c'est une question qui n'est pas si simple. Pas du tout, parce qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce statut, à quoi ça donnerait droit. Non, elle n'est pas si simple. Parce qu'elle va obliger à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on qualifie, comment est-ce qu'on quantifie ce que c'est que d'être un aidant. Et je crains, en tout cas c'est une difficulté, et c'est les associations qui le vivent autant que moi. Hein. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Je fais état du fait qu'il n'y a pas de consensus. Je ne dis pas mon avis, je fais état du fait que je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent on va commencer à rentrer dans une logique où on va quantifier et démontrer via liquide le fait qu'on est. Ce qui ne va pas être simple. Donc, est-ce qu'il faut y aller ou pas? J'ai pas le sentiment que le sujet soit totalement mûr. D'ailleurs, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a besoin de mûrir encore. Peut-être que ça veut dire qu'il y a encore besoin de travailler et d'en parler. Moi, je suis ouvert. Je fais état de ce questionnement qui continue à exister, je crois, au sein de l'association. Mais quand même, la question du statut. Dire un mot. Pour dire que je ne suis pas en train de parler d'une autre réforme. Juste un mot pour dire que un des éléments que nous avons pris en compte dans le travail sur la réforme des retraites que nous sommes en train de faire, je ne vais pas présenter la réforme des retraites ici, c'est justement la prise en compte de choses qui n'ont jamais, qui n'étaient pas prises en compte en 1945, parce que le monde était différent, je ne sais pas là, évidemment qu'il était différent. La question des aidants en 1945, je pense qu'on ne se la posait pas comme aujourd'hui. Parce qu'il y avait plein de gens qui n'arrêtaient pas leur vie professionnelle, puisqu'il y avait un taux d'emploi, notamment féminin, extrêmement faible. Bon, donc on ne se posait pas la question comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de se la poser. Et bien, avec un système, c'est un fait universel, et c'est un fait par point, on peut mieux la prendre en compte. On peut mieux je ne dis pas que c'est facile, mais on peut mieux la prendre en compte. Et donc, une des raisons, c'est pas la raison essentielle, mais un des éléments sur lesquels on est en train de travailler, c'est justement sur les aidants qui se consacrent pleinement, essayer de voir comment est-ce qu'on peut éviter cette situation. Vous allez, c'est ce que vous avez décrit, madame, vous allez, et puis on va se dire les choses franchement, où vous allez arrêter de travailler, vous occuper de votre enfant, de votre conjoint, pendant une période donnée. Donc, de faire pour des raisons personnelles, bien entendu, mais aussi, d'une certaine façon, apporter une réponse individuelle à une question qui serait forcément traitée collectivement si vous n'apportiez pas cette réponse individuelle. C'est un pléonasme de le dire. Ça voudrait dire que c'est une structure collective, privée ou publique, mais avec un financement qui serait forcément public, qui prendrait en charge ça. Et donc, ça veut dire quand même que cette intervention que vous faites, elle a une sorte de valeur collective, pas simplement une valeur individuelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est des choix individuels et des choix collectifs. Ou plus exactement que c'est des choix individuels, des questions individuelles, mais que c'est aussi des questions collectives. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de prendre en compte, je ne dis pas que ce sera parfait, mais qu'on peut essayer de prendre en compte dans justement le moment où on fait une réforme des retraites et où on peut se poser des questions qu'on ne s'est pas posées dans l'élaboration des 42 systèmes actuels. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Il y a un petit élément fiscal aussi, je termine, mais je ne sais même pas si j'ai très envie d'en parler, je le dis. Non mais, je le dis parce qu'il est là, c'est l'idée d'exonérer de l'IR et de CSG la partie aidant familial de la prestation de la PCH. Prestation de compensation de handicap. Il peut y avoir une partie aidant familial, on peut enlever de l'IR et de la CSG cette partie-là, c'est pas massif, mais ça dit aussi quelque chose de la façon dont on regarde le sujet et dont on essaie de trouver des réponses. Donc on a quelques éléments de réponse. On a un énorme besoin de formation et d'information. Formation des personnels soignants et du personnel médicaux, formation des aidants, information en tout cas des aidants, formation je ne sais pas si c'est bien, mais information des aidants. Et puis regard que notre société porte sur ce sujet et la façon dont on le traite.
Voilà ce que je peux dire. L'ensemble des mesures, hein, des 6 mesures que nous avons évoquées tous les trois, c'est un élément de réponse. C'est pas le seul. Il doit s'appuyer sur ce que font les collectivités, il doit relayer ce que font les associations, bien sûr. Mais ça montre quand même que dans ce travail progressif qu'on est en train de réaliser, on avance. Au fond, c'est la seule boussole que je me fixe, c'est d'avancer. Voilà. Ça va être un très très long chemin. Je sais. Merci beaucoup à tous.